13h à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, 14h à Durban en Afrique du Sud et 13h à Libreville, la capitale gabonaise d'où nous émettons. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Avant la fin de ce journal, retenez que Judy Kondo va me rejoindre sur ce plateau dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce journal de 13h. Ensemble, nous parlerons de l'agence de notation Standard & Poor's qui a maintenu la notation souveraine du Burkina Faso à B-. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec le Ghana. La Croix-Rouge a indiqué ce lundi que près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui a fait plus de 150 morts la semaine dernière à Accra, la capitale ghanéenne. Malgré l'assistance gouvernementale, le quotidien des victimes semble être difficile. Abdulaziz Maïga s'en fait l'écho. Drapeau en berne sur toute l'étendue du territoire. Le Ghana a commencé ce lundi son premier des 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement suite à la tragédie ayant touché la capitale Accra la semaine dernière. Un drame rarissime en terre ghanéenne qui, selon le coordinateur de la Croix-Rouge, font état de près de 10 000 personnes affectées par inondation, 150 personnes dans l'incendie, 1125 maisons endommagées et 67 personnes hospitalisées. En attendant un rapport complet sur les pertes humaines et matérielles, les autorités assure avoir commencé d'ores et déjà la distribution d'aide aux victimes, à commencer par la nourriture et l'eau, mais pour ces derniers, difficile de se remettre. Même si l'on dort dans une église, le matin nous venons à la maison pour nous occuper de nos affaires, pour laver, et on termine le soir et nous revenons. Rien pour nous, nous n'avons pas d'argent pour acheter notre nourriture et manger. Ce que j'ai reçu, c'est une balle de kenkey, une boîte de sardines et du poivron noir. D'autres ont eu du riz et du poulet. Nous ne pouvons pas vraiment dire qui peut aider, mais si quelqu'un quelque part a de l'argent nécessaire pour nous aider, nous serions ravis qu'elle nous aide. Face à ce quotidien difficile, les agences de l'ONU ont été invitées à collaborer avec les organismes locaux pour porter secours aux victimes de cette tragédie qualifiée par le président ghanéen de catastrophique et presque sans précédent. Par ailleurs, John Dramani Mahama devrait assister ce mercredi à la cérémonie en hommage aux victimes près du rond-point Kwame Nkrumah où a eu lieu l'incident. Au Burkina Faso, la liste des prétendants au fauteuil présidentiel ne cesse de s'allonger à l'approche du scrutin d'octobre prochain. Ce week-end, à Blassé Ouedraogo, l'ancien chef de la diplomatie du président déchu Blaise Compaoré a été investi par son parti surnommé le Faso autrement. Pour lui, le Burkina Faso a besoin d'un véritable changement. Reportage. La course à la magistrature suprême prévue pour octobre prochain au pays des hommes intègres a de nombreux candidats. Après les désignations des sankaristes, du Parrain, de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, pour ne citer que ces partis politiques, ce week-end ce fut le tour d'Ablassé Ouedraogo, ancien chef de la diplomatie burkinabé sous l'ère Blaise Compaoré, d'être investi par son parti appelé le Faso autrement. Pour lui, l'année 2015 constitue un moment de l'alternance. Cet économiste et homme politique burkinabé qui a occupé successivement les postes de ministre des Affaires étrangères, conseiller du président Compaoré, avant d'assurer les hautes fonctions de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, a les ambitions de transformer son pays en mettant l'homme au cœur de son projet. Alors que les rumeurs d'un éventuel report de la présidentielle vont bon train dans le pays, le candidat du Faso autrement n'a pas cessé de marteler que les élections présidentielles et législatives se tiendront à la date prévue parce que c'est le souhait du peuple. Ablassé Ouedraogo, qui se considère comme l'homme du consensus, le conciliateur et le rassembleur, a appelé à la mobilisation de tous les Burkinabés pour que les clés du palais présidentiel lui soient confiées au soir du 11 octobre 2015. Restons en politique au Soudan. Moins d'une semaine après son investiture, le chef de l'État soudanais Omar el-Béchir a commencé la formation de son gouvernement. 3 personnalités soudanaises vont leur arriver dans la nouvelle équipe à des postes stratégiques tels que les affaires étrangères. Béchir confirme ainsi sa volonté d'ouvrir une nouvelle page, bien que plusieurs observateurs respectent, sinon restent sceptiques. Alabaga pour le point.
Omar el-Béchir, le président du Soudan réélu il y a un mois, a démarré ce week-end la composition de son nouveau gouvernement. Le chef de l'État soudanais avait dissous l'ancienne équipe au lendemain de sa prestation de serment mardi dernier à Omdurman, la plus grande ville du pays. L'information a été dévoilée par la télévision nationale soudanaise qui précise que le futur gouvernement sera constitué d'un peu plus d'une trentaine de membres. La presse nationale confirme d'ores et déjà la désignation de 3 personnalités. Mohamed Zayed sera le ministre du pétrole, le général Mustafa Osman Obeid dirigera la défense et Ibrahim Gandour, un ancien conseiller d'Omar el-Béchir, sera le ministre des Affaires étrangères. Des nominations à des postes stratégiques visant certainement à confirmer la volonté exprimée par Omar el-Béchir de rafraîchir les relations avec l'Occident. L'homme fort de Khartoum, au pouvoir depuis 1989 à la faveur d'un coup d'État, semble vouloir balayer les doutes des sceptiques qui ne pensent pas Béchir capable d'un tel revirement après avoir contribué pendant tout son magistère au gel des rapports entre son pays et les puissances occidentales. L'armée soudanaise est engagée depuis plus d'une décennie dans une guerre contre les groupes rebelles au Darfour. Omar el-Béchir dirige le pays quasiment par décret, foulant aux pieds toutes les libertés fondamentales. Le chef de l'État, vainqueur d'une élection boycottée par une opposition désabusée, est toujours sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En un peu plus d'un quart de siècle, Omar el-Béchir s'est volontairement construit le profil d'un dictateur infréquentable et ses rapports tumultueux avec les pays occidentaux semblent être sans espoir de réhabilitation. Les prochaines semaines nous diront par les actes que posera le président septuagénaire si Béchir a réellement reconnu ses erreurs ou si ses déclarations faites la semaine écoulée étaient juste des mots de circonstance. De la politique à la justice avec l'Afrique du Sud, en bref et en images, condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa petite amie en 2013. L'athlète sud-africain Pistorius pourrait bénéficier d'une remise en liberté surveillée le 21 août après 10 mois de détention, mais sans certitude pour l'avenir. Le procès devant être examiné en appel avec le risque d'un verdict plus lourd. L'athlète paralympique pourrait toutefois revoir ses plans dans les prochains mois. Aucune date n'a été fixée, mais celui-ci devrait avoir lieu au mois de novembre selon la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud. Une autre actualité brève et en images, sous la pression des dirigeants du G7 qui ont réclamé des décisions politiques audacieuses pour mettre fin à la guerre civile en Libye. Les parlements rivaux libyens ont ouvert hier soir une nouvelle session de négociation au Maroc jugée décisive par l'ONU. Un nouveau projet d'accord qui intègre les dernières remarques des parties a été justement remis aux 2 délégations. Selon des sources proches des négociations, des représentants des parlements rivaux doivent également se rendre mardi à Berlin afin de rencontrer de hauts diplomates du pays venant participer au G7. Nous y reviendrons au cours de notre édition d'information de 20h. Santé à présent au Nigeria. Le poliovirus continue de perdre du terrain. Une réussite majeure pour ce pays qui n'a connu que 6 cas cette année. Le pays serait en bonne voie pour interrompre la transmission de la polio cette année. Léa Atam. Au Nigeria, les nouvelles stratégies ont été déployées pour vacciner les enfants contre la polio dans les États les plus à risque du pays. Le travail énorme fait par l'UNICEF et l'OMS en soutien au programme national de vaccination est en train de porter ses fruits au Nigeria. Tous les grands leaders religieux et traditionnels du nord du pays sont désormais favorables à la campagne de vaccination. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible. Aujourd'hui, son éradication se profile à l'horizon dans le monde. L'an passé, le Nigeria était, avec le Pakistan et l'Afghanistan, l'un de 3 pays au monde où la polio reste endémique, alors qu'ils étaient plus de 125 en 1988. Cette baisse résulte de l'effort mondial pour éradiquer cette maladie. Rappelons que depuis près de 2 ans, aucun cas de poliovirus sauvage de type 3 n'a été enregistré et cela laisserait penser qu'il a été éradiqué. La page environnementale de ce journal. Le sommet du G7 s'est tenu lundi à Château-Delmaux, au sud de l'Allemagne. À l'issue de cette rencontre, le président François Hollande s'est félicité des engagements qualifiés d'ambitieux pris par les 7 pays dans la lutte contre le réchauffement climatique en vue de la conférence de Paris en décembre prochain, notamment la diminution de 40 à 70% des émissions carbone d'ici 2050. Marie-Angèle Gonneau.
Le président français s'active pour la réussite de la 21e conférence de l'ONU sur le climat prévue à Paris en décembre prochain. Ainsi, le sommet du G7 de lundi dernier à Château-Delmont au sud de l'Allemagne a-t-il été l'occasion pour François Hollande de pousser ses pairs vers des objectifs forts en faveur du climat. Il s'est alors félicité des engagements du G7 qui fixe la diminution de 40 à 70% des émissions de CO2 d'ici 2050. Il y aura une diminution de 40 à 70% des émissions de CO2 d'ici 2050 et il a été ajouté avec la volonté d'être au plus haut de la fourchette. C'est un engagement qui lie tous les participants au G7. Concernant les financements d'initiatives pro-climat, le G7 a donné la garantie qu'il y aura 100 milliards de dollars pour la transition énergétique chaque année à partir de 2020 et ces ressources seront précisées, ceci afin d'atteindre la neutralité carbone. Je voulais que le message du G7 soit un message qui soit ambitieux et réaliste. Il a été ajouté, là encore à notre demande, que nous devrions atteindre la neutralité carbone également au milieu de notre siècle. François Hollande veut que la réussite soit au rendez-vous de la conférence de Paris. Ainsi, la France et l'Allemagne postulent pour des engagements chiffrés plus ambitieux. Rappelons que le G7 réunit les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Restons en environnement, une manifestation a été organisée samedi à Rio de Janeiro contre la pollution de la baie de Guanabara et l'inefficacité des autorités pour améliorer sa situation. À moins de 500 jours des Jeux Olympiques de 2016, les scientifiques et les populations s'inquiètent de cette grave dégradation de l'environnement dans la baie. Marie-Angèle Gono. Rio de Janeiro au Brésil sera le siège des Jeux Olympiques d'été à compter du 5 août 2016. Mais la pollution dans la baie de Guanabara, site qui doit accueillir les compétitions de surf et de voile, inquiète les scientifiques et les populations. Une manifestation a donc été organisée samedi dernier pour inviter les autorités à agir. C'est une manifestation pour faire appel une fois de plus aux autorités brésiliennes qui nous ont promis une série de changements pour la baie de Guanabara. On voit maintenant 1 an avant les Jeux Olympiques, il n'y a presque pas eu de changement. Comme cela fait 20 ans qu'on veut dépolluer la baie et plus de 10 millions de réels ont été dépensés pour y parvenir selon les derniers indices qu'on a. On voit maintenant clairement que ce n'est pas dû au manque d'argent que la baie de Guanabara est dans cet état lamentable, mais que c'est dû à un problème de gestion. Depuis plusieurs années, le biologiste Mario Moscatelli ne cesse d'attirer l'attention des autorités brésiliennes sur la situation dramatique de la pollution de la baie de Guanabara. Il a d'ailleurs effectué en mars dernier un nouveau tour des eaux de la baie dans cet objectif. Direction l'Italie à Rome, le Togo a reçu dimanche les distinctions pour sa victoire contre la faim remise par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation aux pays ayant accompli des progrès dans leur combat pour la sécurité alimentaire dans le monde. Ces récompenses devraient susciter l'envie de renforcer les mesures de lutte au Togo. Un reportage signé Léa Hatsam. C'est au nom du chef de l'État que le ministre de l'Agriculture, Uroko Kura-Agazi, a reçu le prix des objectifs du millénaire pour le développement des mains du directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, José Graziano da Silva. La FAO veut saluer les progrès accomplis par le Togo qui permettront avant 2020 de parvenir à un taux de prévalence inférieur à 5%. Le pays de l'Afrique de l'Ouest se place ainsi en tête de liste des pays étant parvenus à cet objectif comme l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Panama, la Tunisie ou Trinidad et Tobago. En titre de rappel, il y a 2 ans, lors du 38e sommet de la FAO, l'organisation onusienne avait déjà récompensé le Togo pour avoir rempli le premier objectif du millénaire pour le développement qui visait à diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Déterminé à éliminer la faim et la malnutrition dans le monde, à l'occasion du 39e sommet de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, dans son volet sur la lutte contre la faim, encourage ainsi le Togo et les 14 autres pays qui ont atteint les objectifs internationaux relatifs à l'éradication de la faim extrême, à savoir Djibouti, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali et Sao Tomé.
Direction l'Ouganda, Newsbeat, un programme télévisé en Ouganda qui propose un JT en rappant, un bon moyen d'intéresser les jeunes à l'actualité. Fort de leur popularité, les journalistes rappeurs de Newsbeat espèrent pouvoir recruter de nouveaux talents dans le futur et pourquoi pas s'exporter dans d'autres pays d'Afrique. Reportage de nos confrères de l'AFP. Ils se font appeler les rapporteurs. Ces artistes de hip-hop ougandais proposent un JT en rythme. Une manière décalée de présenter les informations qui peut paraître étrange. Mais dans un pays où la presse subit des pressions et de la censure et où les jeunes ne s'intéressent que très peu à l'actualité, ce nouveau programme télévisé est un vrai succès. Nous sommes déjà des rappeurs et nous voulions faire passer à travers notre musique un message, éduquer les gens, les intéresser à la politique. Et comme nous sommes rappeurs, nous avons décidé de faire un JT rappé. Le programme Newsbeat est diffusé en anglais et en luganda, l'une des langues du pays, sur une nouvelle chaîne privée. Les épisodes durent 5 minutes et traitent d'informations régionales, nationales et internationales. La situation en Ukraine, le virus Ebola ou encore les lois anti-pornographie en Ouganda, aucun sujet n'est tabou. Ce programme a incité les jeunes à regarder les informations grâce au rythme du rap. Ils sont captivés et en plus, ils sont éduqués. Des militants ougandais dénoncent de nombreuses entraves à la liberté de la presse. En octobre dernier, un journaliste a été condamné à une peine de prison ferme ou à payer des dommages et intérêts pour avoir accusé de corruption un haut fonctionnaire. Un cas loin d'être isolé, mais bien que Newsbeat aborde des thèmes sensibles, le programme pour le moment a échappé à la censure. La différence entre Newsbeat et d'autres programmes d'information est qu'ils parlent de problématiques différentes, dont les autres télévisions ne parlent pas. Les téléspectateurs apprécient et découvrent à chaque fois de nouvelles choses. Forts de leur popularité, les journalistes rappeurs de Newsbeat espèrent pouvoir recruter de nouveaux talents dans le futur et pourquoi pas s'exporter dans d'autres pays d'Afrique. Culture à présent, 10e anniversaire de la fondation Zinzou. Les commémorations dureront tout le mois de juin. Créé en 2005, le centre basé à Cotonou est devenu en quelques années la vitrine de l'art contemporain africain. Roland Djakou. En 10 ans, la fondation Zinzou a fait d'un immeuble moderne établi au centre de Cotonou une vitrine de la création contemporaine africaine. 4 millions de visiteurs et plus de 70 000 écoliers ont eu la possibilité de voir les œuvres d'art des stars internationales comme les photographes maliens Malik Sidibé et Seydou Keïta, en passant par le célèbre plasticien congolais Chéri Samba. Ce samedi 6 juin était donc célébré le 10e anniversaire de l'institution culturelle à but non lucratif portée sur les fonds baptismaux en 2005. Pas moins de 23 grandes expositions ont déjà eu lieu dans la capitale économique du Bénin, faisant de cette fondation une des plus importantes du continent. L'artiste Yoruba Romuald Azume présentera à Ré sa nouvelle exposition pendant ce mois de juin à l'occasion de la célébration de la décennie de l'existence de la fondation. Intransigeant et radicalement moderne, Romuald Azume avait inauguré cet espace en 2005. Marie-Cécile Zinzou, présidente de la fondation éponyme, se bat depuis 10 ans pour les enfants du pays et elle a mis des bus américains des années 1960 pour les transporter jusqu'aux bibliothèques qu'elle a créées pour accueillir ces gosses avides de connaissances. Pédagogie et art contemporain sont au menu des enfants à chaque exposition de peinture, de sculpture et bien d'autres œuvres d'art. Pour ce 10e anniversaire, la franco-béninoise Marie-Cécile Zinzou contribue à sortir la création africaine du rayon des denrées exotiques. Un héritage qu'elle et la fondation comptent léguer à toute une génération. Une autre note de culture dans ce journal. Le plus grand hôtel gothique au monde conçu par Maître Pavol a récemment été rénové. Le chef-d'œuvre de Levoča dans le nord de la Slovaquie culmine à plus de 18 mètres, a dû attendre 3 ans pour être comme neuf. Un reportage de Roland Djakou. C'est ici, dans cette église Saint-Jacob de Levoča, que l'artiste Maester Pavol a réalisé le plus grand hôtel gothique au monde, visité à chaque fois par des centaines de personnes. Récemment rénové, ce lieu de culte est le plus grand que le monde n'ait jamais connu. La reconstruction de l'hôtel de l'église Saint-Jacob a commencé à l'automne 2012 et a terminé à Pâques cette année. C'est le plus grand hôtel de style gothique au monde.
est l'un des monuments les plus connus en Slovaquie. Cela a vraiment motivé les personnes qui ont œuvré à sa rénovation. Au bas du maître-autel, les 12 apôtres sont attablés pour la scène, mais pour voir les fines tourelles dorées, il faut bien lever la tête. Le chef-d'œuvre des Levoča dans le nord de la Slovaquie culmine à plus de 18 mètres. La scène, la Vierge Marie, Saint-Jacob et le reste de l'hôtel ont été rendus neufs grâce à des financements de l'Église catholique et d'une fondation allemande. Partie de la rénovation a été financée par l'Église catholique de Levoča. Ils ont travaillé sur la structure de la partie supérieure de l'hôtel. Cela a coûté 80 000 €. La seconde partie a été payée par une fondation allemande du nom de Messerschmitt Stiftung qui a contribué à hauteur de 220 000 €. Cette merveille du gothique tardif est due à un sculpteur, Maître Pavol, qui bien qu'il soit auteur de plusieurs hôtels et sculptures célèbres, reste un personnage assez mystérieux. On ignore ses origines, sa date de naissance et celle de sa mort. En revanche, on sait qu'il a passé une bonne partie de sa vie à Levoča, où sa présence avait été signalée pour la première fois en 1506. Il s'y est éteint avant 1542, année où sa veuve est citée dans un document. Je vous l'annonçais au début de ce journal dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce jour. Judith Koendo nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de l'agence de notation Standard & Poor's qui a maintenu la note souveraine du Burkina Faso à B-. Retrouvons-nous dans un court instant. L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé le 5 juin le maintien de la note souveraine du Burkina Faso, abaissée en décembre dernier à B-, malgré une légère dégradation des indicateurs macroéconomiques du pays en 2015. L'agence parie sur une transition démocratique réussie et une embellie économique dès 2016. Compte rendu de Judith Koendo. L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé dans un communiqué publié le 5 juin le maintien de la note du Burkina Faso à B- pour les émissions souveraines de long terme en devises étrangères et en monnaie locale et à B pour les émissions souveraines de court terme avec des perspectives stables. Une note qui avait été abaissée par l'agence en raison des tensions politiques dans le pays. Dans sa nouvelle évaluation, l'agence de notation se montre légèrement moins pessimiste qu'il y a 6 mois quant aux perspectives de reprise économique du pays. Certes, elle a revu à la baisse ses estimations de la croissance du PIB du pays en 2014 et 2015 à cause du recul des investissements et de la consommation. Mais l'agence de notation estime que le processus de transition démocratique qui doit s'achever par des élections en octobre 2015 est sur la bonne voie. Standard & Poor's compte sur une croissance de 6% du PIB dès 2016. En décembre dernier, Standard & Poor's pariait sur 5,5% en 2016 et 6% en 2017. L'agence de notation rappelle pourtant la faiblesse des institutions du pays et du développement économique, la dépendance aux bailleurs de fonds et aux donateurs en cas d'échec de la transition démocratique. L'agence se félicite toutefois de l'endettement modéré du pays, estimé à 24,5% en 2015. La dette du Burkina Faso devait rester de l'ordre de 29% en 2018. Judith Koendo, bonjour. Bonjour Dina. Merci de nous rejoindre pour ce journal de 13 h. Alors Judith, l'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la note justement du Burkina Faso à B-. Mais en réalité, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ce pays ? Dina, bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso, surtout pour sa croissance économique, parce qu'il faut noter que la note porte sur la synthèse de plusieurs facteurs, dont l'environnement politique et institutionnel, la marge de mise en œuvre ou encore la dette. Et c'est une appréciation qui est très utile pour les investisseurs, parce que ça va permettre au pays, au Burkina Faso, d'attirer plus des investisseurs par rapport à cette note qui est une bonne note pour le pays.
les investisseurs, eux, c'est utile pour eux parce que ça va leur permettre de savoir quel est le risque qui est devant si jamais ils décident, par exemple, de prêter de l'argent aux acteurs économiques du pays. Et il faut dire qu'en dépit des chocs exogènes de 2008 à 2010 au Burkina Faso, la macroéconomique est globalement satisfaisante et la politique de gestion prudente des finances parce que la dette du Burkina Faso est de moins en moins en baisse. Alors en décembre, justement, en décembre dernier, la note souveraine du Burkina Faso avait été abaissée par l'agence. Quelles en étaient en réalité les raisons ? Alors, Standard & Poor's avait abaissé d'un cran la note de Burkina Faso en raison des crises politiques, des tensions politiques qui ont eu lieu dans le pays. Mais par rapport à la note cette année de Standard & Poor's, l'agence a permis au pays d'être en avance sur sa croissance économique. Il a été plus pessimiste sur la gestion de l'économie au niveau de Burkina Faso suite à cette note de B- qui a été maintenue par l'agence. Alors, dernière question, Judith, avant de clore cette édition d'information, à supposer qu'un nouveau gouvernement soit établi, soit mis en place en 2016, comment l'agence réagirait-elle ? Bon, à supposer qu'un nouveau gouvernement soit mis en place en 2016, selon les analystes de l'agence de notation Standard & Poor's, il faudra anticiper une hausse de production électrique et minière parce que c'est ce secteur-là qui sera en 2016, de 2016 en 2018, les secteurs phares. Voilà, les secteurs phares de la croissance économique au niveau du Burkina Faso. Donc, il faudra anticiper déjà sur ce secteur-là pour que entre 2016 et 2018, que le pays sache sur quel secteur exactement il doit se concentrer par rapport à sa croissance économique au niveau de Burkina Faso. Merci Judith Koindo d'être placée sur le plateau du journal de 13h justement pour nous parler de cette agence de notation Standard & Poor's qui a justement abaissé à B-, sinon maintenu à B-, la note du Burkina Faso. Et c'est une actualité que nous continuons à suivre puisque nous sommes une chaîne panafricaine qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.